Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ces rencontres qui sont proposées par la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Alors, vous n'êtes pas très nombreux, mais je pense que la qualité est présente dans la salle. J'espère que, tout autant que moi, vous êtes ravis d'accueillir notre conférencier du jour. Il s'agit de Louis Lagarde, deuxième du nom, maître de conférence à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Alors, Louis a une formation en archéologie, comme vous le savez, mais ses intérêts et ses talents sont multiples. Il s'intéresse notamment à l'histoire de l'art, à l'architecture, et peut-être que certains d'entre vous ont assisté à cette conférence, pas plus tard que la semaine dernière, qui était donnée à la mairie de Nouméa, dont on me dit qu'il n'existe pas de traces audiovisuelles ni d'enregistrement. Donc tant pis pour vous si vous ne l'avez pas vu. C'est faux. Même le conférencier me dit des mensonges. Moi-même, je serais preneur de cette conférence. Donc c'était la semaine dernière et il n'a pas froid aux yeux puisqu'il enchaîne dès aujourd'hui avec une autre conférence, ce qui fait de lui le stakhanoviste le plus en vue de la place. Donc je ne sais pas ce qu'il fera la semaine prochaine ni la semaine d'après, s'il se prépare à une tournée. En tout cas, il est disponible à la fin de la soirée pour en connaître les dates. Bon, plaisanterie mise à part, Louis, comme je le disais, s'intéresse en particulier à l'histoire de l'art et notamment à l'art du bagne. Il avait donné déjà une belle conférence il y a plus de 3 ans maintenant, qui s'intitulait Bagne et altérité, sur la représentation du monde kanak dans l'art de la transportation. Cette conférence a été enregistrée à l'époque et elle est disponible sur notre site www.adck.nc, catalogue de la médiathèque et publications multimédia. De la même manière que celle de ce soir sera disponible vraisemblablement ce week-end, ainsi que 200 autres conférences. Je vous rassure, toutes ne sont pas de Louis Lagarde. Je précise, malgré tout. Voilà. Donc ce soir, il a choisi de poser cette interrogation, les Kanaks sujets orientalistes pour la sculpture occidentale. Et il va nous présenter, il y a une iconographie plutôt agréable, voire très agréable, le corpus de ces œuvres réalisées par des sculpteurs européens, comme il l'a dit, souvent anciens communards, qui ont choisi le ou les Kanaks comme sujet d'étude. Voilà, je crois que vous savez tout, ou presque, hein, le meilleur reste à venir, bien entendu. Et ben, c'est tout de suite d'ailleurs. Donc je vous donne rendez-vous d'ici 1 heure à peu près, 1h15, ça dépendra du nombre d'œuvres. Pour les débats où on sera de part et d'autre de la salle pour vous tendre un micro. Je vous remercie de votre attention. Alors bonsoir à toutes et tous, merci Manu pour cette introduction. Effectivement, je suis archéologue et l'archéologie, au-delà d'un métier qui est caricaturé souvent par la fouille et sur le fait qu'on pousse des brouettes et on nettoie des choses avec des pinceaux, en fait, s'intéresse à une chose, c'est le vestige, c'est-à-dire les objets qui ont été fabriqués par l'être humain, et souvent anciens ou plus ou moins anciens. Et donc en fait, cette passion pour l'objet fabriqué, c'est la base du raisonnement archéologique en réalité. On fonde notre raisonnement sur l'objet fabriqué, que cet objet soit un objet banal finalement, ou un objet d'art, que ce soit une façade d'immeuble, ou que ce soit l'architecture d'une case ancienne ou d'un temple grec, tout ça c'est pareil finalement. On apporte le même regard, qui est un regard qu'on jette sur l'objet fabriqué. Donc c'est un regard d'archéologue que je vous propose ce soir, mais sur des objets qui traditionnellement sont perçus comme des objets d'art ou d'art décoratif. Alors, cette conférence, elle est le fruit d'une demande de la part de Manuel Castejon, qui m'a demandé en début d'année, est-ce que tu nous ferais pas une conférence ici au CCT? Je lui ai dit oui, bien sûr, voilà. Si je faisais quelque chose sur les Kanaks comme inspiration pour les sculpteurs européens, ça te plairait? Il m'a dit ça me plairait beaucoup. Alors il est pas très difficile, hein, tout lui plaît. Mais du coup, j'ai commencé à chercher et à me dire voilà, ça va être assez vite circonvenu. Il n'y a pas beaucoup d'œuvres, c'est un petit corpus. Je vais en avoir pour quelques semaines. Il y avait le confinement qui était arrivé. J'ai commencé à travailler.
Et puis en fait, de fil en aiguille, je me retrouve aujourd'hui avec un travail assez gigantesque. J'ai écrit 40 pages sur le sujet, il y a 100 notes de bas de page, il y a pour des heures de conférence. Donc je suis obligé de tailler un peu dans cette masse. Et en même temps que je suis obligé de tailler dans cette masse qui finalement s'est révélée beaucoup plus importante que prévu, et parce qu'il faut aussi que je contextualise la conférence de ce soir, je suis obligé de faire une petite introduction générale sur l'orientalisme en général, de manière à ce qu'on soit un peu tous sur la même longueur d'onde avant d'aborder le sujet des Kanaks spécifiquement. Alors d'abord, l'orientalisme, le fantasme oriental pour l'Europe, en fait, il naît au XVIIIe siècle. Au tout début du XVIIIe siècle, on redécouvre en Europe les Mille et une nuits, c'est la traduction par Antoine Galland justement des Mille et une nuits, et la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle va mettre à l'honneur ces civilisations qu'on conçoit comme glorieuses, mystérieuses, qui sont celles du monde persan, du monde musulman ou du monde arabophone. Et c'est ainsi que les lettres persanes de Montesquieu, par exemple, paraissent en 1721, que Zadig ou La Destinée de Voltaire paraît en 1747. Et donc cet orientalisme, il est d'abord un espèce d'orientalisme intellectuel, si vous voulez, au XVIIIe. Et à la fin du XVIIIe siècle, à la toute fin du XVIIIe siècle, il y a un événement très marquant qui est l'expédition d'Égypte et qui va faire rentrer la fascination pour l'Orient dans le monde en fait, des arts classiques, c'est-à-dire principalement d'abord la peinture. Cette expédition d'Égypte, elle est menée entre 1798 et 1801, donc en Égypte, comme son nom l'indique, sous la direction du général Bonaparte, et elle s'accompagne, en plus d'une expédition militaire, d'une expédition à laquelle participent des naturalistes, des dessinateurs, et qui vont ramener une somme gigantesque de connaissances sur une région qui allait, à ce moment-là, est plutôt le Proche-Orient ou le Moyen-Orient, et qui va vraiment fasciner les artistes restés en Europe. Alors là, ici, vous avez ce tableau d'Antoine Jangros, qui est un élève de David, un peintre néoclassique du tout début du XIXe siècle. Et en 1804, il peint donc cette représentation de Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, et où déjà l'ensemble des clichés des tableaux orientalistes ou de l'art orientaliste sont déjà présents, avec les architectures orientales, les costumes, bien évidemment, les types ethniques qui sont représentés, au-delà de simplement l'épisode napoléonien lui-même. L'orientalisme va ensuite, à travers la peinture, gagner en popularité. Le fantasme de l'Orient va aller en fait de concert avec l'essor de la peinture romantique. Ici, vous avez le tableau de Delacroix, très célèbre, conservé au musée du Louvre, qui s'appelle La mort de Sardanapale. Et aussi également de Delacroix, toujours, les femmes d'Alger dans leur appartement. Ça vous montre ce monde, comme je disais, donc, oriental et arabophone, qui exerce une fascination importante sur un exotisme puissant sur les artistes de l'Europe. Alors, l'orientalisme est avant tout, en fait, un art de la peinture à l'origine. La sculpture est quasi absente de ces premiers temps de l'orientalisme, c'est-à-dire des premières décennies du 19e, et ce n'est qu'à partir des années 1840, et notamment grâce à l'œuvre d'un sculpteur français qui s'appelle Charles Cordier, dont vous avez ici les dates de vie et de mort, que la sculpture, par le biais donc, de bustes portraits, va s'ouvrir à la représentation de l'autre, alors l'autre avec un grand A, et par conséquent, du coup, à la représentation de l'ailleurs également, avec un grand A aussi. Je vous renvoie à une publication qui est un catalogue de l'œuvre de Charles Cordier, justement au musée d'Orsay, qui s'appelle justement L'autre et l'ailleurs, une exposition en 2005 qui était une très grande rétrospective de l'œuvre de cet immense sculpteur du 19e siècle, dans toute sa complexité, justement. Alors ici, vous avez ces œuvres, parmi ces œuvres les plus connues, donc la Vénus africaine. Cet exemplaire est conservé à l'Art Institute de Chicago. En dessous, à droite, la jeune abyssinienne captive avec ses larmes qui coulent de ses yeux, donc de 1866. C'est l'exemplaire qui est conservé au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Cordier va se passionner à la fois pour ces personnages d'Afrique du Nord. Voici une juive d'Alger,
ici, avec un buste en bronze et en marbre onyx. Également Saïd Abdallah, royaume de Darfour. Cette œuvre est celle qui va vraiment lancer d'ailleurs la carrière de Cordier en 1848. Et au-delà de cet Orient où finalement les personnages musulmans, juifs et noirs africains vont être très présents, il ne faut pas oublier dans la production de Cordier toute une production asiatique. Vous avez ici ce couple de Chinois, une Chinoise et un Chinois en bronze et bronze doré, absolument remarquables. Ceux-là sont conservés aujourd'hui dans une collection particulière. Cordier va rester l'archétype de ces sculpteurs orientalistes du 19e, et il va revendiquer à la fois, c'est ça justement qui est intéressant dans l'œuvre de ces sculpteurs, une très grande responsabilité artistique dans ses créations, c'est-à-dire qu'il va par exemple honnir le procédé, bannir complètement, mépriser complètement le procédé qui est celui du moulage sur le sujet vivant, qui va être pratiqué par les naturalistes. Et en même temps, il va accepter aussi que ses œuvres, parce que ça le valorise parce que ça valorise la qualité de ses réalisations, que ses œuvres figurent dans les galeries d'anthropologie des universités ou éventuellement plus tard du Muséum national d'histoire naturelle. Donc en fait, on a là quelque chose qui est en train de poindre, et vous peut-être commencer à comprendre où je veux en venir. On a une frontière entre anthropologie physique et entre art et portrait sculpté qui est en réalité beaucoup plus perméable qu'il n'y paraît. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Maintenant, si on se concentre sur les Océaniens, finalement, y a-t-il un orientalisme d'Océanie, pour ne pas dire un océanisme? Alors l'océanisme, il paraît que c'est une notion en géographie que je ne connais pas, donc c'est un mot qu'on n'a pas le droit d'utiliser. C'est dommage, parce que je trouve ça assez beau. Il y a des représentations d'Océaniens par les Européens, et elles existent depuis finalement très longtemps. Dès le XVIIe siècle, dès les premières années du XVIIe siècle, notamment dans l'expédition de Quiros, celle qui va se rendre sur Espiritu Santo et qui va baptiser l'île du nom qu'elle porte aujourd'hui, donc au Vanuatu. L'officier en second se nomme Diego Pedro de Tovar, et Pedro de Tovar va réaliser les premiers dessins qui représentent en fait des Océaniens, alors des gens de Nouvelle-Guinée et puis des gens d'Espiritu Santo. Ce sont les premiers dessins connus d'Océaniens représentés par des Européens. Mais ce sont des représentations bidimensionnelles, hein. Ça reste des arts graphiques. Et c'est plus tard, les représentations, ces représentations vont être augmentées plus tard pendant les grandes navigations européennes comme celle de Wallis, les voyages de Cook, de Bougainville, d'Entrecasteaux, etc., dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et du coup, les portraits d'Océaniens vont être réalisés par les naturalistes de bord. Alors c'est les gravures qu'on connaît très bien. Une fois que les relations de ces voyages vont être publiées en Europe, eh bien en Europe on va les réimprimer plusieurs fois. Les scientifiques de cabinet vont parfois les transformer, les travestir, les réinventer, développer des visions qui sont tout à fait particulières et très européanisées des Océaniens, mais basées bien sûr à la base sur des observations réelles. Alors, l'Orient fascine à la même période l'Europe, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc en cette fin de 18e, et donc le Pacifique fait timidement son entrée dans les arts, j'allais dire, majeurs finalement, hein, c'est comme ça qu'on les perçoit à l'époque. Vous avez par exemple le portrait d'Omai, qui est un Tahitien ramené par Cook lors de son second voyage, qui est peint par Joshua Reynolds, qui est peint également par William Hodges. Et ces œuvres, elles comptent finalement a posteriori comme les premières œuvres de cet orientalisme qui repousse déjà ses limites au-delà de l'Orient, au-delà de l'Asie, au-delà des terres et du coup au-delà des mers vers les îles des mers du Sud. Alors quelques décennies plus tard, dans les années 1840, j'essaye de rester chronologiquement en lien avec Charles Cordier que je vous montrais tout à l'heure, au moment du séjour de Sébastien-Charles Giraud à Tahiti, eh bien, on est en effet bien proche de cet orientalisme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la composition de ce grand tableau qui s'appelle Souvenirs de Tahiti est finalement pas très loin. C'est une espèce de bacchanale polynésienne. On n'est pas très loin de la composition de la mort de Sardanapale qu'on voyait tout à l'heure. Sébastien-Charles Giraud, il est présent à Tahiti entre 1842 et 1846. C'est un témoin privilégié justement de la mise en place du protectorat français à Tahiti à l'issue de ce qu'on appelle la guerre franco-tahitienne.
Et donc on est véritablement dans l'orientalisme parce qu'il y a tout ce qui fait l'orientalisme, c'est-à-dire l'exotisme, la sexualisation des femmes et les progrès de l'expansion coloniale. Donc au moment où Giraud peint la prise du fort de la Fatawa aujourd'hui au musée de Versailles, Horace Vernet en Algérie peint la prise de l'Asmada d'Abdelkader par les troupes du duc d'Aumale en 1843. C'est contemporain. Alors la réalisation de bustes, pour en revenir maintenant à la sculpture, d'Océaniens par des Européens, eh bien elle commence en fait justement dans cette décennie 1830-1840. Pendant le 3e voyage de Jules Dumont d'Urville autour du monde, et donc c'est son second en tant que capitaine, c'est le voyage de 1837-1840, l'expédition fait plusieurs haltes dans les îles du Pacifique. Et ces haltes, elles sont l'occasion pour le naturaliste et phrénologue Pierre-Marie Dumoutier de réaliser des bustes ethnographiques. Alors ces bustes, ils sont réalisés selon la technique du moulage sur le sujet vivant. Donc on demande à quelqu'un qui est là, un jeune homme, une jeune femme, on leur applique du plâtre sur le visage, on les laisse respirer par le nez, on leur demande de fermer les yeux, ça dure quelques heures, j'imagine, je ne sais pas trop combien de temps. On récupère ce moulage et ensuite on réalise des moules à partir de cela. Ici, on n'est donc pas dans du travail sculptural réel. Toutefois, certains portraits de la collection Dumoutier n'ont pas les yeux fermés et on ne voit pas leurs cils. Notamment, comme vous le voyez ici, les deux portraits qui sont là, ça c'est l'atlas du voyage de Dumont d'Urville. Le portrait qui est ici, qui représente un aborigène de Tasmanie qui s'appelle Menalargena, qui est un grand chef tasmanien. Et voici un buste de Menalargena, édité à Paris par la maison Tramont, qui était 9 rue de l'École de médecine, et qui du coup fournissait en buste, en plâtre, comme ça, à partir des originaux de Dumoutier, les universités et les galeries des facs de médecine. Cette réalisation, elle pose problème. Elle pose problème. En réalité, elle a posé problème aux Australiens il y a assez longtemps, alors qu'en France, c'est complètement inconnu. Ce que je vous dis là, je pense que je suis le premier francophone à le dire à haute voix, alors que les Australiens le savent depuis très longtemps. En réalité, Menalargena, il est décédé en octobre 1835. L'expédition du Mont d'Urville, elle arrive à Hobart en décembre 1839. Donc, forcément, il y a un problème. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à Hobart vit à l'époque un sculpteur britannique, Benjamin Lowe, qui est installé à Hobart depuis février 1835 et qui a réalisé des bustes d'aborigènes, dont Burakuru, Menalargena, Truganini, Wuredi, que vous avez ici. Ils sont conservés à la Galerie nationale australienne, la National Gallery Australia à Canberra. Donc ce sont les originaux en plâtre peints en noir. Et vous avez la même planche, la planche provenant du même atlas à côté. Et vous voyez très bien que les bustes de Benjamin Lowe ont été copiés directement, probablement même des copies en plâtre achetées directement à Lowe, pour faire ces planches sur les Tasmaniens, puisque à l'époque, ces Tasmaniens sont justement exilés déjà dans une île qui est dans le détroit de Bass, où ils vont mourir progressivement les uns après les autres. Truganini, ici au centre, sera la dernière de cette génération à décéder assez tardivement dans les années 1870. Donc, ces œuvres-là, même si elles sont incluses, et elles sont aujourd'hui présentes dans la galerie du Muséum national d'histoire naturelle, elles font partie de cette collecte de Dumoutier, elles sont mélangées à des moulages, mais en réalité, il s'agit de sculptures, de portraits réalisés sur le modèle vivant avec des séances de pose, dans un contexte très différent de celui du moulage ethnographique. Il s'agit donc de réalisations orientalistes, pour le coup. On est très proche de la sculpture de Charles Cordier, c'est juste qu'elles ne sont pas en bronze, elles sont en plâtre. Le traitement est extrêmement classique. Il est très proche finalement aussi de celui de Charles Cordier, il est très académique, et donc on est tout à fait sur le même type de travail. Et donc vous comprenez que Benjamin Lowe aujourd'hui est à juste titre considéré comme un des tout premiers sculpteurs orientalistes d'Océanie, et il a une place dans l'histoire des arts de l'Australie qui est tout à fait, en tout cas de première importance. Donc là on rejoint l'idée que je développais tout à l'heure d'une ethnographie artistique et d'un art ethnographique dont les frontières sont en réalité très perméables.
Donc j'en ai fini avec cette longue introduction. Je vous prie de m'excuser si ça vous a semblé un petit peu long. Et donc on va rentrer maintenant dans le cas particulier donc, des Kanaks. Alors les implantations coloniales dans le Pacifique, elles sont assez récentes en fait. En réalité, elles sont assez tardives puisque la mise en place du protectorat français à Tahiti date de début 1847, la prise de possession de la Calédonie de 1953, la Fidji devient colonie britannique en 1874, les Nouvelles Hébrides de l'actuel Vanuatu sont créées en 1906 administrativement. Autrement dit, il a fallu, pour que ces sociétés coloniales se mettent en place, avec l'arrivée de contingents militaires, de l'édification de fortins, d'une administration, de colons, etc., eh bien que tout ça, ça peut se mettre en place en fait qu'assez tardivement, dans les années 1870-1880. C'est seulement à partir de ces décennies-là qu'une vie culturelle et artistique, du coup, va pouvoir se créer quand elle peut se créer. D'autant plus que la sculpture est un art qui nécessite des moyens qui sont supérieurs à ceux des arts graphiques traditionnels, en particulier du dessin, bien entendu. Et donc, il y a très peu d'archipels d'Océanie dans lesquels des sculpteurs de qualité sont venus se perdre. La Nouvelle-Calédonie est une petite exception dans cet état, pour deux raisons. Grâce à deux choses. La première, c'est que la Nouvelle-Calédonie est une colonie de peuplement, à l'instar de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie, donc avec un gros contingent d'Européens, dans lequel, statistiquement, il y a peut-être plus de possibilités pour que des sculpteurs viennent s'installer. Et puis, un deuxième facteur, c'est que c'est l'existence, en fait, d'un événement marquant pour l'histoire de France, dont on va fêter le 150e anniversaire en début d'année prochaine, mais qui, dans l'histoire calédonienne, en fait, a laissé finalement un héritage qui est finalement assez faible, c'est celui de la Commune de Paris. Cette insurrection est réprimée en mai 1871 et en vertu de la loi sur la déportation du 23 mars 1872, vous avez plus de 4000 communards qui vont être envoyés en Nouvelle-Calédonie. Certains sont jugés plus dangereux, ils seront condamnés à la déportation en enceinte fortifiée et ils seront à la presqu'île du Causse. D'autres seront condamnés à la déportation simple à l'île des Pins. Mais ces déportés politiques ne sont pas astreints au travail forcé. Et donc, vous pouvez le voir ici, à l'île des Pins, ils réalisent des petites maisons en torchis et en golettes. Ils s'adonnent à des activités quotidiennes, essayent de vivoter tant bien que mal. Et donc, certains d'entre eux ont également la possibilité de travailler à Nouméa, moyennant certains justificatifs, notamment pour des emplois de bureau, parce qu'à l'époque, la Calédonie ne comporte finalement que peu de gens qui savent bien lire et bien écrire, et donc du coup, la population communarde est assez utile. Et donc dans cette population, vous avez des artisans, il y en a beaucoup, il y a des menuisiers, des ébénistes, des encadreurs, des joailliers, des peintres en lettres, donc des gens dont on peut penser qu'ils ont un certain nombre de prédispositions artistiques, peut-être éventuellement, j'allais dire, à un sens des proportions. Et puis parmi eux se trouvent également des artistes confirmés. Le plus célèbre d'entre eux et le meilleur sculpteur, c'est Charles Romain Capellaro, qui a déjà une brillante carrière de sculpteur à Paris. D'ailleurs, sur son dossier matriculaire, vous avez statuaire comme profession, c'est-à-dire non seulement sculpteur, mais réalisateur de statues. Donc c'est quand même quelque part la hiérarchie, ça vous montre la hiérarchie où la réalisation de statues en rond de bosse est vraiment placée tout en haut de la pyramide artistique. Et puis le peintre Lucien Félix Henry, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors évidemment, vous imaginez bien que vous avez vu cette photo à l'île des Pins de menuisiers en train de fabriquer des petits objets en bois. Les débouchés commerciaux à l'île des Pins dans les années 1870 sont absolument épouvantable. Hein. Voilà, il n'y a pas de quart de touristes. C'est un peu comme aujourd'hui avec les épidémies de Covid, il n'y a plus de croisiéristes. Donc, du coup, il n'y a pas de débouchés. Et l'administration pénitentiaire s'inquiète beaucoup de l'oisiveté que peut générer, qui peut être générée de l'absence de débouchés. Donc, du coup, l'administration pénitentiaire va inciter les déportés à participer à des expositions, des concours locaux en réalité. Le premier est en 1876, il y en aura un second en 1877. Vous avez ici donc la gravure du Monde illustré du 12 août 1876 qui titre « Exposition à Nouméa ». Et en bas de cette gravure qui est très connue,
Par ailleurs, notamment pour la représentation du masque kanak qui est ici en haut, vous avez ici les jardins du palais du gouverneur, et en bas, vous avez donc ces objets qui sont présentés ici avec un petit coffret où une femme kanak nue, en fait, ou quasiment nue, vêtue de la jupe de fibre, est allongée sur le couvercle. Et puis ici, un autre pot à tabac, en fait, ici avec un personnage féminin sur le dessus, et puis celui-là qui n'a pas de caractéristiques kanak proprement dites. C'est à partir de ce type d'objet que je vais construire donc ma liste de ce soir. C'est les œuvres que je vais vous présenter. Donc l'œuvre numéro 1 de cette catégorie, en fait, connue, c'est un pot à tabac réalisé par le déporté Antoine Fabre, qui est en terre cuite et en bois sculpté, et qui est conservé au musée des Beaux-Arts de Chartres, dans le fond qui avait laissé le fonctionnaire colonial Louis-Joseph Bouge. Ce pot aurait appartenu au déporté politique et polémiste Henri Rochefort, et il aurait été retrouvé dans sa case au lendemain de son évasion de la presqu'île du Causse en mars 1874. Alors, il comporte donc sur le couvercle cette représentation d'un mascaron kanak, de la face d'un kanak en bas-relief, tourné vers le ciel lorsque le pot est fermé. Et le pot lui-même est constitué, vous avez vu, d'un cylindre évasé dans sa partie basse, avec une végétation dense qui constitue en fait toute une frise qui tourne autour de l'objet, avec une grande case qu'on voit très haute, qu'on voit au toit très allongé, qu'on voit sur le cylindre. Le déporté Fabre, il est né à Paris le 24 juin 1834. Il est mécanicien de profession, comme quoi il y a aussi des artistes qui ne sont pas artistes de profession parmi les gens qui ont fabriqué ces objets. Il est condamné par le Conseil de guerre de Versailles à la déportation à l'enceinte fortifiée et arrive à Nouméa le 27 septembre 1873. Il sera passé à la déportation simple, c'est-à-dire à l'île des Pins en 1877, et il rentrera par la Creuse en 1879 au moment de l'amnistie. Fabre, c'est probablement pas l'objet le plus spectaculaire ce soir, mais je dois en dire un mot, parce que Fabre, il est l'exemple type d'attribution hâtive ou abusive qu'on a fait souvent dans l'histoire de l'art de la Nouvelle-Calédonie, qui reste en grande partie à écrire. On lui a attribué notamment des terres cuites, enfin des choses qu'on a pensé être en terre cuite au départ, qui sont en réalité des pilous en mie de pin, qui ont été réalisés par les bagnards ou les déportés, ou les relégués, pardon, donc par les transportés ou les relégués en Nouvelle-Calédonie, et longtemps après le retour de Fabre en France. Mais comme on connaît ce pot à tabac depuis longtemps, depuis plus d'une vingtaine d'années, il était dans la collection du gouverneur Bouge. Bouge était un intellectuel océaniste que beaucoup de gens connaissaient. Donc on connaissait le nom de Fabre depuis longtemps. On connaissait aussi des objets, des modelages représentant des Kanaks qui étaient anonymes. Et parce qu'on connaissait un nom et qu'il y avait d'autres objets qui n'avaient pas de nom, eh bien on s'est empressé de dire que Fabre avait fait ces objets. C'est un phénomène qu'on retrouve chez Pierre Bournigal pour des dessins, par exemple, pour un carnet de dessins qui s'appelle le carnet Bournigal, qui n'a probablement jamais été fait par lui. C'est le cas aussi d'attribution d'objets à Lucien Henry, et je reviendrai sur cette question ensuite. Mais c'est symptomatique, en fait, de raccourcis qu'on a fait de temps en temps en Nouvelle-Calédonie par le passé. Cette œuvre numéro 2, donc, c'est un pot à tabac réalisé par un personnage qui s'appelle Alexandre Bertrand, déporté également. Il est conservé au musée de la Nouvelle-Calédonie. Il a été acquis par le musée de la Nouvelle-Calédonie en 2010. Et donc, il est en terre cuite à patine noire et brillante. Et donc, il porte sur son couvercle la représentation d'une femme kanak, le personnage féminin est en position assise, vous l'avez vu, avec les genoux pliés sur le côté. Elle est accoudée sur un rocher et une souche. Elle tient dans sa main une demi-noix de coco évidée, et elle est représentée donc vêtue simplement donc de la jupe kanak traditionnelle en fibre de bourrao. Elle a la poitrine nue, quelque peu tombante, et la femme permet en fait l'appréhension du couvercle du pot, permet de soulever le couvercle du pot. Alors la partie basse de l'œuvre, elle est constituée d'une partie qui est cylindrique, avec là encore une longue frise qui se développe sur tout le tour de l'objet et dont on voit émerger en fait surtout des cocotiers, vous l'aurez vu. Et il est possible que cet objet évoque ou soit le même que celui qui est représenté sur la gravure du Monde illustré. Moi, je trouve personnellement que cette partie-là, en fait, très en angle ici, cette partie carénée, en fait, là, n'est pas présente là du tout. Et j'ai tendance
à voir en fait aussi ce coude replié ici, là. Enfin, voilà, je ne suis pas tout à fait satisfait de cette interprétation et je pense qu'il est possible qu'on soit face à deux objets distincts. Je préfère personnellement les considérer, faute de mieux, comme deux objets distincts. Alors Bertrand, il est né le 21 avril 1833, il est domicilié à Belleville pendant la Commune, et il a commandé un bataillon de fédérés pendant l'insurrection de la Commune. Donc, du coup, eh bien, il est condamné lui aussi à la déportation en enceinte fortifiée, parce qu'il est considéré comme un individu dangereux. Il arrive en mai 73 par le transport l'Orne, et le gouverneur finit par lui attribuer par appuyer sa demande en grâce en juillet 1878. Malheureusement, il décède à Nimbaud, à la presqu'île du Causse, le 21 novembre 1878. Alors, ironie du sort, la nouvelle de sa mort, comme très souvent, ne parvient pas en France avant l'arrivée du courrier de grâce et d'amnistie complète pour les communards en janvier 79, et donc il est amnistié de manière posthume le 29 janvier 1879. Il est lauréat donc à chaque fois des deux concours de 76 et 77 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, on connaît deux pots à tabac, celui-là et le suivant que je vais vous montrer dans un instant. Il semble avoir apporté un soin tout particulier à la représentation de la femme kanak, et dans son dossier personnel, on possède dans son dossier conservé aux Archives nationales de l'Outre-mer, étant donné qu'il est décédé, eh bien, l'inventaire de sa case au moment de la vente aux enchères qui a été faite après son décès. Et donc on sait qu'il a du matériel pour exercer son activité. Il y a des ébauchoirs, il y a des perloirs en poids, un tour avec 8 tournants, des moules pour modeleurs, des modèles de moulure, un marteau, un compas, un mètre pliant, un cachet en bois, qui est probablement celui qui va lui permettre justement de faire l'estampille au dos de l'objet que je vous montrerai tout à l'heure. Des œuvres, dont certaines au moins sont probablement les siennes. D'autres ont pu être offertes ou échangées avec d'autres déportés. Il y a une Vénus kanak, c'est le terme qui est utilisé dans son dossier. 2 pots à tabac en terre cuite. Est-ce que ce sont ceux qui nous sont connus ou d'autres? Une statuette en terre cuite, une statuette en plâtre, 2 bas-reliefs en terre cuite, une vue miniature de la presqu'île du Causse, 5 aquarelles. Il y a aussi ces récompenses qui sont là, des médailles diverses. D'autres objets fabriqués, du mobilier, un coffret en bois de rose, un coffret en bois jaune, etc., qui sont peut-être été faits par lui ou peut-être achetés à un collègue déporté. Et puis enfin, des éléments d'inspiration. Il y a un exemplaire du musée universel. Là, ça vous montre bien du coup l'importance de la formation académique dans la réalisation des objets sculptés. Il y a une gourde kanak, je vais vous la montrer après, puisqu'il l'a représentée, une hachette kanak, probablement une herminette, 11 photographies de Nouvelle-Calédonie, probablement pour les décors et les paysages, et 7 coquillages. Son épouse va demander à percevoir le produit de cette vente aux enchères, et malheureusement, le produit va être donné à un déporté qui s'appelle Pichard, et là, on perd la trace, puisqu'elle se plaint ensuite que le déporté Pichard ne lui a rien transmis, etc. Et c'est les derniers courriers qu'on possède dans son dossier. Donc on perd complètement la trace de ses effets personnels. L'œuvre numéro 3, c'est cet autre pot à tabac, qui lui aussi, finalement, quand vous regardez la composition, pourrait assez ressembler à celui-ci, notamment parce qu'il est un peu plus renflé dans cette partie-là. Mais je propose également de le considérer comme 2 objets distincts. Alors, celui-ci est non patiné, il comporte sur son couvercle aussi la représentation ici plutôt d'une jeune femme kanak au buste nu, avec une chevelure frisée qui est répartie en 2 parties, séparées par une raie médiane. Et je vous montre ici, en fait, il porte l'estampille Nouvelle-Calédonie, Alexandre Bertrand, presqu'île du Causse, sur sa face inférieure. La position du personnage est relativement similaire à celle du pot précédent, mais un petit peu plus redressée. Le personnage semble un petit peu plus jeune aussi. À proximité de sa main gauche, vous voyez une gourde clissée kanak qui est représentée ici, et par rapport au pot précédent, donc le couvercle est assez bombé, et il figure en bas-relief des motifs végétaux et des rochers, de manière qu'on a l'impression qu'elle est au bord de ce qu'on appelle un trou d'eau en Calédonie. Bertrand, du coup, il est resté longtemps inconnu, mais en fait, sa redécouverte récente le place finalement en bonne place parmi les artistes de la déportation, puisque du coup, il a été récompensé plusieurs fois. On connaît bien ses objets parce qu'ils sont bien signés, on en connaît plusieurs, et on sait exactement ce qui figurait dans sa case, qui finalement est plus de renseignements qu'on possède que sur tous les autres, finalement. Alors l'autre objet, donc ce que j'appelle donc l'œuvre numéro 4, c'est un pot à tabac en terre cuite,
à patine sombre. Cette fois-ci, celui-là est non signé. Il représente la tête d'un jeune homme kanak qui émerge d'un socle fait de motifs végétaux et d'objets traditionnels. Vous apercevez une massue fongiforme en fait ici. Le visage est traité de manière très classique. Il est barbu, moustachu également, avec une expression qui est assez grave, qui est assez déterminée, les sourcils légèrement froncés. La coiffure du modèle est sphérique, abondante. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pollution, non, dans le micro, non, je sais pas. Enfin bref. Je ne sais plus ce que je disais. Donc la coiffure est sphérique, elle est relativement abondante et elle est cerclée donc d'un bandeau d'étoffe, d'un fragment de tissu ou de tapas. Et on voit aussi sur l'autre face en fait le fragment d'un peigne. L'artiste a donc créé en fait ici le bandeau pour pouvoir justement faire la démarcation entre le pot lui-même et le couvercle. Alors on pourrait se poser des questions sur le fait du fait qu'on représente finalement des visages humains scalpés, on ouvre, on leur met du tabac dans le crâne, etc. On pourrait avoir cette interprétation-là en fait aujourd'hui au XXIe siècle parce qu'on n'utilise plus de pots à tabac. Mais en réalité, tous les pots à tabac anthropomorphes du XIXe siècle fonctionnent de cette manière. Donc avant qu'il y en ait parmi vous qui peut-être s'offusquent du traitement qui est accordé en fait à une tête de Kanak, vous voyez qu'on peut très bien prendre un marin breton, un buste d'Adolphe Thiers, un paysan berrichon, et qu'on se sert en fait de la partie supérieure, on ouvre, on scalpe le crâne et on met le tabac à l'intérieur. Donc en fait, il n'y a pas, je pense réellement, chez les personnes qui ont sculpté ça au XIXe siècle, la volonté de représenter l'intérieur d'une tête, de manière un peu macabre. Je reviendrai sur les esthétiques macabres plus tard, mais en tout cas, ce n'est pas le cas pour cet objet, ça j'en suis absolument persuadé. Donc l'ensemble est creux, comme vous le voyez ici, et il repose donc sur un socle en bois noirci, comme une espèce de court pied-douche. Et parmi les objets ou fruits qu'on voit en partie basse, donc il y a cette massue kanak fongiforme que j'ai mentionné tout à l'heure, des fruits, un régime de bananes, vous le voyez aussi, et cette grande feuille palmée que vous voyez à gauche, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Au passage, vous avez vu les pots à tabac européens que je vous ai montrés, vous avez vu la qualité du travail sur les pots européens et la qualité du travail qui est observée là. Il est assez clair que ça, c'est pas à la base fait. Enfin, la fonction de pot à tabac n'est qu'une fonction annexe de l'objet. On est vraiment dans de la sculpture de grande qualité et qui se trouve être en plus un pot à tabac. On n'est vraiment pas dans la représentation très schématique des pots à tabac contemporains utilisés en France à l'époque. Cette œuvre-ci est malheureusement fragmentaire, c'était le visuel de cette conférence. Elle est actuellement donc composée d'une petite tête en terre cuite vernissée, représentant donc celle d'un personnage kanak. Elle est conservée au musée de la ville de Nouméa. Et je remercie Véronique de France de m'avoir autorisé à l'utiliser pour le visuel de la conférence de ce soir. Il est donc très probable qu'il s'agisse de la partie médiane d'un pot à tabac entre le pied-douche et le couvercle, comme l'objet précédent. Et de la même manière, un visage émerge des éléments végétaux qui constituent la base de la composition. Donc là encore, on reconnaît une feuille de taro, des espèces de canne à sucre ou de bambou, des fruits divers. Le personnage, on remarque qu'il est relativement peu genré. Il n'y a pas de système pileux, donc on a l'impression que ça peut être éventuellement une jeune femme qui est représentée. Elle porte un peigne, mais en même temps, le peigne est un attribut qui n'est pas genré dans le monde kanak, en tout cas pas systématiquement. La partie supérieure, donc le couvercle, a probablement disparu. Mais si on regarde le détail, alors c'est difficile en fait d'attribuer cette œuvre-là parce qu'on est un petit peu perturbé par l'aspect vernissé de l'objet. L'objet possède une espèce d'engobe brillante, et alors qu'en réalité, si on regarde le détail, vous voyez là la feuille palmée en fait, qui est ici, je l'ai retournée pour vous, et je vous ai mis la feuille palmée de l'objet précédent, qui est là.
Elles sont rigoureusement identiques. D'autre part, je vous propose de regarder la façon dont est traité le regard en fait, des sujets. Vous avez ici un traitement du nez en fait, qui est très similaire, avec ce traitement assez particulier d'un nez avec une petite boule en fait, assez relevée, et finalement une arête ici, enfin un plan constitué par les narines qui est relativement anguleux, hein, peut-être à 30 ou 40 degrés. Quelque chose d'assez renfoncé ici, un petit peu comme là, et surtout un traitement aussi de la pupille et de l'iris qui est assez similaire. Le traitement de l'oreille aussi est assez proche. Hein. Donc la composition, le traitement de la chevelure, le traitement, la présence du même type de décor, les mêmes dimensions, la présence du même regard, en fait, pour moi, me font réellement penser à un rapprochement stylistique à faire. Donc je propose que ces deux œuvres, l'œuvre précédente et celle-ci, soient du même artiste, de la même main. Alors vous allez me dire ça sert à rien puisque les deux objets sont anonymes. Donc voilà, bon, c'est un rapprochement stérile, mais il permet au moins un petit travail auquel je me suis amusé, c'est d'approximer ce à quoi pouvait ressembler l'objet en prenant en fait des fragments de l'autre. Donc voilà un petit peu en fait à quoi l'objet initial pouvait ressembler. Ici, vous avez donc l'œuvre numéro 4, et ici, donc, cette partie-là, qui est l'œuvre numéro 5, elle avait probablement une coiffure de ce genre, même si le bandeau n'était peut-être pas similaire, et donc un pied-douche ici. Alors là, je me tourne vers Véronique de France, qui est là ce soir, pour peut-être éventuellement réfléchir, en collaboration avec l'université, pour éventuellement, avec une imprimante 3D, peut-être proposer de refaire un pied-douche blanc et peut-être éventuellement de réfléchir à la restitution de la coiffe de l'objet. Je pense que ça gagnerait en lisibilité. Alors l'autre objet dans la suite de cette présentation ce soir, c'est cette sculpture en terre cuite. Alors ici, elle est pleine, elle n'est pas creuse. C'est véritablement un homme kanak en buste, et avec cette chevelure frisée, fournie en boule, qui est ceinte donc d'un morceau d'étoffe, là encore, tissu ou tapas, on ne sait pas. Une barbe vient compléter donc le cadre du visage, et la face est extrêmement expressive, avec des sourcils froncés, hein, les plis intersourciliers qui sont visibles, les rides du lion, hein, qui trahit donc un sentiment de détermination, presque de défi, c'est assez fort. Les yeux sont grands, ils sont grands ouverts, mais il n'y a pas de trace là de travail sur l'iris ou la pupille, à la différence des réalisations précédentes. L'œuvre est conservée au musée des Beaux-Arts d'Angoulême, dans le fonds Jules Lhomme. Elle a été présentée à 2 reprises dans des expositions récentes consacrées à l'art kanak. Elle a été présentée en 2009 à l'exposition L'art ancestral des Kanaks au musée des Beaux-Arts de Chartres, dont vous avez le catalogue à l'étage, et également en 2013 pendant l'exposition Kanak, l'art est une parole. Et d'ailleurs, elle avait été présentée en 2013 dans l'exposition Kanak, l'art est une parole, avec le pot à tabac numéro 4 que vous avez vu tout à l'heure. Cet objet, il a été rapproché de plusieurs choses. Il a été rapproché des œuvres ethnographiques, des moulages sur le sujet. C'était le cas justement dans l'exposition au musée des Beaux-Arts de Chartres. De la sculpture orientaliste à l'accordier, c'est notamment comme ça qu'elle est perçue sur le site du musée d'Angoulême, où elle est attribuée à un sculpteur français du début du 19e. Elle est attribuée à un sculpteur anonyme, hein, bien entendu, c'est plus facile. Et enfin, elle a pu être rapprochée donc, du pot à tabac de notre liste. Alors certains détails la rapprochent du pot précédent, notamment le modelé ici de la chevelure et surtout le traitement du bandeau, qui sont extrêmement similaires. Également, l'oreille est très proche. Vous voyez ici, en fait, alors effectivement, l'oreille est percée ici, ce qui constitue une différence notable, mais par contre, si vous vous concentrez sur la partie supérieure, le modelé qui est ici, le modelé du pavillon également, sont extrêmement proches. Il y a aussi le fait que l'individu en fait, a une gouttière labionasale glabre, en fait, ici. Hein, la moustache part très large, en fait. Elle commence en fait, aux pointes seulement de la bouche.
Et donc là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve sur l'objet précédent. Alors le rendu est assez proche. Je ne suis pas là en mesure d'affirmer, comme je l'ai fait pour l'objet précédent, qu'il s'agit là encore du même sculpteur. J'en suis pas sûr à 100%. Mais si ce n'est pas une production de la même main, je pense par contre c'est des productions qui sont proches en termes de période de réalisation et probablement de lieu de réalisation. Je penche pour une production à la presqu'île du Causse ou à l'île des Pins, en tout cas parmi la population des déportés. Il suffira un jour qu'on fasse une analyse de la terre cuite qui provient de la statue et qu'on la compare au pot en terre cuite en question et qu'on ait la signature géologique. Là, c'est l'archéologue qui parle pour établir cette correspondance et j'aurais dans ce cas-là soit raison, soit tort. Alors Jules Lhomme avait légué au musée des Beaux-Arts d'Angoulême une extraordinaire collection ethnographique dont cette œuvre est issue. C'était un collectionneur d'art premier. Vous avez ici la salle Océanie, ce n'est que la salle Océanie, de la collection Jules Lhomme, prise en photo par le photographe Isambert au moment du legs au musée d'Angoulême, donc avec la collection Canac qui est au centre ici, avec ce très beau masque Wimawi de la région de Koumak, ici qui est très connu, notamment, et puis donc divers objets, massues, hache-ostensoir, casse-tête, sculpture ici d'un porteur de masque également, assez rare. Et donc dans cette même salle, sur le mur d'en face, qui lui est plutôt, qui concerne plutôt en fait la Fidji, l'Australie et la Polynésie centrale et la Polynésie orientale, eh bien vous avez donc le buste qui est ici. Vous pouvez le voir en fait dans le rond qui est là. Vous pouvez retrouver l'objet. Et donc il était probable que cet objet il ait été acquis par Jules Lhomme de la même manière qu'il faisait l'acquisition en fait de ces autres objets. En réalité, Lhomme descendait, en fait était médecin, il descendait à Bordeaux très souvent et sur les quais de Bordeaux, il récupérait dans les malles de voyageurs ou d'administrateurs tout un tas d'objets et donc des objets des curiosités des mers du Sud. Et à l'époque, en Nouvelle-Calédonie, on ramenait dans le Pacifique en général, on ramenait dans les malles, mais à la fois des objets d'ethnographie et aussi différents souvenirs. Quand on était en Nouvelle-Calédonie, les souvenirs qu'il y avait de disponibles, c'était les productions de la population carcérale, que s'il s'agisse de la population du bagne ou des déportés. Donc c'est pour ça que cette attribution à l'œuvre des déportés n'est absolument pas illogique à mon sens. L'œuvre numéro 7, il n'y en a que 9, donc rassurez-vous, c'est bientôt fini. L'œuvre numéro 7, c'est un pot à tabac ou un vide-poche, en métal cette fois-ci, en zinc d'art, comme on dit, certains appellent parfois ça régule. C'est un alliage à plus de 90% de zinc et qui représente donc un buste de jeune Kanak posé sur un socle à pied douche et qui n'est pas signé, bien entendu, lui non plus. Alors le médium est très différent, mais par contre, stylistiquement, on est assez proche d'œuvres déjà citées, notamment, évidemment, la composition est assez proche de l'œuvre que vous venez de voir. On ne peut pas faire de rapprochement stylistique avec cet objet, justement parce que le médium est différent et que la fonte de zinc est une fonte qui est très imprécise. Elle donne un modelé en fait, à la sculpture qui n'a rien à voir avec la précision du modelé du bronze. C'est pour ça justement que le zinc d'art est considéré, ou que les régules en général sont beaucoup moins coûteux que les bronzes. C'est justement parce que le procédé ne permet pas d'avoir une définition aussi pointue qu'avec le bronze ou qu'avec la sculpture sur pierre ou sur bois ou en terre cuite. Et donc, on ne peut pas aller dans la finesse des détails que je vous ai montrés tout à l'heure, mais par contre, on peut remarquer un certain nombre de choses. Il y a des éléments communs dans la composition et le style, bien entendu. Il y a l'utilisation de végétaux aussi dans la partie basse, avec ces feuilles de bananier qui sont là, peut-être un bambou ou une canne à sucre, peut-être un grand fruit ou un coquillage de type porcelaine sur le buste. Le visage ici est glabre, il comporte une espèce de petite fossette mentonnière, comme sur l'œuvre numéro 5. Les oreilles sont percées, même si ce n'est pas complètement perforé. La chevelure est ceinte d'un bandeau d'étoffe également. Et l'observation des côtés montre que l'objet a été monté en 4 parties différentes. La charnière
a été bricolé, et probablement pas bricolé tardivement, peut-être probablement bricolé d'origine. Donc c'est un objet qui a été fait avec des moyens qui semblent être des moyens assez limités. Et donc, il est probable que cet objet il appartienne aussi à l'inventaire des œuvres réalisées pendant la déportation. Alors, ça peut surprendre des objets en zinc, mais en réalité, la fabrication d'objets en zinc était possible à Nouméa à l'époque. Il y a le déporté Julien Dolbeau, qui est le matricule 1776, qui est ferblantier de profession, qui réside alors à Nouméa, qui est récompensé d'une médaille d'argent au concours de 1876, justement pour la réalisation d'ornements en zinc. Il est très possible que Dolbeau ne soit pas l'auteur de cet objet, mais que par contre, il ait surveillé la cuisson de la même manière qu'un propriétaire de four aurait surveillé la cuisson d'objets en terre cuite. Donc il n'est probablement pas l'auteur de l'œuvre originale, mais il a pu en surveiller la coulée. Enfin, il y a un personnage important dans ce corpus, c'est ce jeune homme aux yeux clairs qui s'appelle Lucien Henry, ou Lucien Félix Henry. Il est avec Charles Romain Capellaro, l'artiste déporté qui est le plus connu, puisque une grosse rétrospective de son œuvre a été réalisée en Australie en 2001. Il est mentionné régulièrement dans les publications, au moins dans les publications locales, depuis les années 70, et donc le nom de Lucien Henry a été attribué, comme justement Fabre, dont je parlais tout à l'heure, à un certain nombre d'œuvres, notamment les pots à tabac anonymes que je vous ai montrés tout à l'heure. En réalité, lui, il est né à Sisteron le 23 mai 1850. Il est tout jeune donc pendant la Commune, il a seulement 21 ans. Il est artiste peintre, il réside à Paris, 24 rue Saint-Médard, au moment de son arrestation. Il a été condamné à mort en 1872 pour divers actes graves, dont le commandement de bandes armées pendant la Commune, on l'appelle le colonel Henry. Et en réalité, sa peine est commuée en déportation en enceinte fortifiée. Et il débarque le 9 février 1873 à la presqu'île du Causse sur le Var. Il est remis de sa peine 6 ans plus tard. Et à ce moment-là, en fait, il quitte la Nouvelle-Calédonie, non pas pour la France comme quasiment tous les autres, mais pour l'Australie. Et il va s'y illustrer, particulièrement dans le registre des arts et des arts décoratifs. Il va jouer un rôle de premier plan dans la création d'un registre décoratif local basé sur la faune et la flore de l'Australie, notamment le motif de la fleur, le warata, qu'il va décliner en fait sous la forme d'ornements très divers. Et il est aujourd'hui un artiste reconnu de l'histoire de l'art de l'Australie. Il a été en fait à Paris, avant d'être condamné, élève à l'école des Beaux-Arts, élève de Jean-Léon Gérôme, grand professeur de l'école des Beaux-Arts, et grand artiste académique de la seconde moitié du XIXe. Plusieurs courriers de Jérôme appuient ses demandes d'aide parce qu'il est très pauvre, et ça témoigne du coup de l'affection que lui portait Jérôme et probablement de l'estime qu'il avait pour ce jeune peintre. Mais par contre, aucun indice dans la première vie de Lucien Henry avant la presqu'île du Causse ne témoigne de son goût pour la sculpture. C'est un peintre et un illustrateur. Donc en réalité, il a réalisé, je vous l'ai montré, une terre cuite à la presqu'île du Causse, mais il faut y voir l'œuvre d'un peintre qui ne peut pas s'exprimer parce que les pigments sont rares, les toiles sont rares. Tout ça, ça fait défaut, alors que l'argile est probablement présente et la cuisson en four est possible puisqu'il y a des briqueteries à la presqu'île du Causse. Alors l'œuvre en question a ici au passage à droite un des plus beaux tableaux sur la Nouvelle-Calédonie du 19e, qui est la baie du Miroir, New Caledonia, une huile sur toile de 1879 qu'il réalise au moment de son arrivée en Australie, avec des réminiscences donc calédoniennes, bien entendu. Là encore, c'est une toile orientaliste, mais comme le sujet de ce soir est la sculpture, je ne peux pas en parler. Voici donc l'objet dont je parle. C'est un pot à tabac en terre cuite, représentant, et c'est important, une décollation. Alors la décollation, c'est la décapitation d'un individu. Ce personnage, la tête de ce personnage a les oreilles percées. Il est coiffé d'un chignon, entouré donc d'une cordelette de feuilles et de plumes. L'objet est conservé aujourd'hui, après avoir été longtemps dans une collection particulière française, au Museum of Applied Art and Sciences de Sydney. C'est l'ancien Powerhouse Museum. Et il porte donc, vous voyez l'estampille sous l'oreille à cet endroit ici. Il porte l'estampille Henry et Le Tellon, poterie du Causse, sous l'oreille gauche. La pièce, en réalité, aujourd'hui, est incomplète. Il manque la partie qui, en réalité, témoigne de la décollation, puisque on en connaît une gravure par un autre déporté, une représentation par un autre déporté qui s'appelle Julien de Vic, le matricule 216,
et qui la représente juste après sa fabrication en octobre 1878. Je vous la montrerai dans un instant. Et donc ce socle, cette tête reposée sur un socle en forme d'assiette, ou en tout cas de disque creux. Et donc on a ici une représentation macabre, hein, c'est une tête tranchée. Le traitement du visage ici, c'est aussi pour ça qu'il est différent, parce qu'ici on ne représente pas le vivant, qui est quand même une obsession de la sculpture. Là, ici, on représente l'inerte. Donc on va choisir justement de représenter des yeux qui sont écarquillés, des yeux torves, un regard qui est en réalité avec un strabisme légèrement divergent, une bouche entrouverte, des dents serrées, le tout qui forme en fait en réalité une grimace funèbre. Donc voilà la gravure de Lucien de Vic, et vous voyez en fait l'objet reposant sur son socle à l'origine, et on peut s'émouvoir bien entendu aujourd'hui, d'autant plus qu'on a beaucoup écrit et réfléchi sur l'insurrection de 1878, au moment où cette œuvre est réalisée. On peut s'émouvoir bien entendu du caractère macabre du sujet en se disant mais comment est-ce qu'on peut représenter une tête tranchée sur un objet, etc. Il faut aussi se replacer dans l'histoire de l'art de la fin du 19e. Cette époque, c'est la décadence, hein, les esthétiques décadentes sont extrêmement populaires, c'est le goût du funèbre, le goût du macabre, tout ça c'est partout dans la littérature notamment, hein, dans les histoires extraordinaires d'Edgar Poe, dans les poèmes aux accents macabres de Baudelaire, dans l'écriture de Dracula, c'est l'émergence de la littérature gothique, c'est également des esthétiques décadentes, notamment par exemple dans ce tableau spectaculaire de Henri Regnault, qui est Grand Prix de Rome de peinture. C'est absolument pas un tableau inconnu. Allez au musée d'Orsay, vous voyez ce tableau, il est absolument saisissant, il est extraordinaire, orientaliste complètement pour le coup, et il représente donc une exécution sans jugement sous les rois morts de Grenade. Le tableau date de 1870, vous voyez qu'on est vraiment dans la même décennie, hein. Le tableau fait 3 mètres de hauteur. Il est absolument gigantesque. Je crois que j'ai les dimensions. Voilà, 3 mètres par 143 cm au musée d'Orsay. Et vous voyez donc là encore la cérémonie de décollation, enfin, cette décollation représentée presque à la manière d'une cérémonie, avec ce sang qui ruisselle sur les marches. Enfin, c'est quelque chose d'assez courant à l'époque. On a on n'a pas le tabou contemporain par rapport au macabre. Donc pour en revenir à la terre cuite de Lucien Henry que je vous montrais tout à l'heure, il est impossible de savoir aujourd'hui, a posteriori, sans que l'artiste ait écrit sur le sujet lui-même, de savoir si en fait cette production elle tient parce qu'elle est faite dans le contexte de l'insurrection de 1878, elle est faite quelques semaines après l'assassinat d'Ataï par les auxiliaires kanaks des troupes françaises. Il est impossible de savoir si en réalité on est là dans la représentation qui tient de l'apologie du massacre et du soulagement induit pour un Européen moyen, de la représentation du martyr de l'autre côté, ou d'une position médiane en fait, qui serait celle de l'observateur qui ne comprend pas, de l'artiste témoin, mais qui est extérieur finalement à la folie des hommes, quoi. Donc c'est extrêmement compliqué de trancher sur l'expression, pardonnez-moi, est particulièrement mal choisie, mais sur le sens à donner à cette représentation. En tout cas, elle est tout à fait particulière et vraiment hors champ, hein, par rapport à la série d'œuvres que je vous ai montrées jusque-là. Vous l'avez remarqué peut-être, cet objet, en fait, il est assez grenu en termes de finition ici. On remarque en fait des traces d'outils laissés dans l'argile. On a l'impression qu'il y a une absence de lissage final. On a l'impression que l'objet a été cuit parce qu'il était très urgent de le terminer. Les cheveux sont traités aussi par mèches ondulées qui n'ont rien à voir avec la texture des cheveux qui a été observée sur les objets précédents. C'est pour ça que je mets beaucoup en doute les attributions à Lucien Henry des objets que vous avez vus précédemment.
Donc cet objet, il faut peut-être le comprendre comme un objet qui est donc contemporain de l'exécution de la taille. Peut-être même, pour un portrait lui-même du grand chef, il existe de nombreux portraits qui sont tous plus inexacts ou fantasmés les uns que les autres, qui ont servi dans l'iconographie. Et en réalité, il est amusant de voir aujourd'hui que certains portraits sont devenus plus populaires à cause d'une plus grande diffusion et ont fini par devenir l'image absolue du grand chef par rapport à d'autres images, et on le comprend, comme celle-ci par exemple. Alors, Lucien Henry va faire partie des lauréats du concours de 1877. Il a travaillé à la réalisation de plusieurs objets. Il est lauréat pour un tableau en 1876. Quand il va partir pour l'Australie, il aura emmené en fait de Nouvelle-Calédonie certaines références, certains référentiels, notamment en ce qui concerne la nature. Voici des bas-reliefs avec des bananiers et des palétuviers qu'il réalise. C'est pourtant pas la végétation habituelle de Sydney. Donc on se doute bien que s'il les réalise quand il arrive en Australie, c'est probablement parce qu'il en est inspiré par son séjour calédonien. Et la réalisation de l'autre, eh bien, elle va continuer de manière perlée dans son œuvre jusqu'à son décès dans les années 1890 à exister. Voici un projet en fait de tuiles. De tuiles décoratives qu'il propose pour le Muséum national d'Australie, pour l'Australian Museum à Sydney, qui malheureusement ne sera jamais réalisé, mais on a en tout cas l'étude dans son portfolio d'art décoratif avec ces trois aborigènes qui sont au-dessus d'une espèce de console en pierre, au-dessus de pétroglyphes traditionnels. Donc on voit qu'il a quand même été intéressé par la rencontre avec l'ailleurs et avec l'autre. Alors la dernière œuvre que je voulais vous présenter à tout prix ce soir, eh bien, elle sort complètement de cette production de la Commune. C'est une sculpture qui s'appelle l'Homme de Lifou. Elle a été réalisée en 1895 par un sculpteur français qui n'est jamais venu dans le Pacifique et qui s'appelle Charles-Alfred Lemarquier. Elle a été présentée au Salon des artistes français en 1895 au Palais des Champs-Élysées et elle a été donc immédiatement acquise par l'État. C'est donc la photo qui a été prise à cette époque, au moment de l'inauguration du salon, et une version aujourd'hui en plâtre à patine verte, ici, que vous voyez sur le côté, qui est probablement l'ancienne propriété de l'artiste, est également connue et conservée à Paris aujourd'hui dans une collection particulière. Donc ce dernier objet de notre étude, déjà il est de grande dimension, vous voyez qu'on est sur un buste de 70 cm de hauteur, beaucoup plus grand que tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, et là on se rapproche des proportions justement des œuvres de Cordier, qui sont souvent comprises entre 60 et 80 cm de hauteur. Vous voyez que l'œuvre appartient à la collection du Centre national des arts plastiques, mais par contre qu'elle est déposée où ? Eh bien, au Muséum national d'histoire naturelle, évidemment, parce qu'elle alimente, là encore, la galerie anthropologique du Muséum national d'histoire naturelle aujourd'hui. Donc l'objet, ce dernier objet de notre étude, il diffère donc de ceux qu'on a étudiés aujourd'hui ou détaillés jusqu'ici, parce qu'il a été réalisé par un sculpteur qui n'a jamais mis les pieds en Nouvelle-Calédonie. Et comment est-ce que Lemarquier réalise ce buste ? Eh bien, il le réalise tout simplement d'après photographie. Il utilise pour ce buste une photographie très connue, qui est une photographie d'Ernest Robin, vers 1870. Ici, je remercie Christophe Dervieux du service des archives pour m'avoir fourni en fait une des rares versions de cette photographie où il y a homme de Lifou, tête de Canaque de Lifou, puisque du coup ça colle avec l'œuvre de Lemarquier, mais le plus souvent, ce tirage en fait est agrémenté de la mention homme d'Ouvéa. Et donc je ne sais pas, moi personnellement, si la personne est d'Ouvéa ou de Lifou, mais en tout cas, le physique de ce jeune océanien, en fait, avec cette bouche charnue, ses yeux un petit peu enfoncés, cette coiffure absolument superbe, remarquable, en fait un sujet de choix. Son visage a été reproduit plus tard dans une grande gravure montrant des types
kanak d'hiver. Donc il est là représenté au centre, hein, dans Le Monde illustré du 24 août 1878. Là encore, c'est au moment de l'insurrection qu'on essaye en France de se documenter sur ce peuple qui est le peuple kanak. Et du coup, on essaye de retrouver des photographies qui les montrent. Et on crée cette espèce de mosaïque de visages, où on le voit au milieu. Et puis bien sûr, en bas, Christiane Terrier reconnaîtra l'ouvrage, puisque c'est un ouvrage qu'elle a coécrit il y a maintenant un peu plus d'une trentaine d'années, qui s'appelle « La contribution à l'histoire du pays kanak » aux éditions IKS, où Jean-Pierre Lebars avait à l'époque repris donc cette photographie pour le représenter. Donc il a été très populaire, et on le comprend parce que la photo est exceptionnelle, et puis lui-même était d'une grande beauté. Et donc Charles-Alfred Lemarquier a été l'élève de Gabriel Jules Thomas à l'école des Beaux-Arts. Il est récompensé d'un second Grand Prix de Rome en 1893. C'est quand même une très grande distinction artistique. Et avec ce buste, eh bien, il fait une incursion dans l'art ethnographique, ou en tout cas dans l'orientalisme. Ce sera la seule de toute sa carrière. Mais il s'inscrit donc du coup à ce moment-là dans une tradition qui a été initiée par Charles Cordier un demi-siècle plus tôt. Et on a là la démonstration de l'existence de cette espèce de beauté lointaine, mystérieuse, pour le coup masculine et exotique. L'artiste s'est attelé à rendre le modelé puissant, naturel du visage du sujet. Et cet homme de Nouvelle-Calédonie, il constitue du coup à ce moment-là une alternative insulaire au noir continental, c'est-à-dire le noir africain, et il constitue un manifeste en fait finalement de cette ubiquité du beau. C'était le postulat de Charles Cordier, que le beau n'est pas que le beau européen et grec, le beau est ailleurs et le beau est partout, le beau est dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures du monde. Il suffit de le voir, il suffit de le trouver, il suffit de pouvoir l'apprécier. Et donc la volonté de Cordier était de montrer cette existence du beau au-delà de la simple Europe. C'est quelque chose qui peut sembler évident aujourd'hui alors qu'on a des concours de Miss Univers tous les ans, mais c'est quelque chose qui, dans l'Europe du 19e, est quelque chose d'assez difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Donc on est véritablement là dans un message sur le beau et sur le sens de l'universalité du beau qui est vraiment un message porté par l'esthétique orientaliste. Alors on remarque quand même quelques petites choses sur ce buste, notamment le fait qu'il y ait 2 colliers. Et notamment, Lemarquier a trouvé intéressant de rajouter un collier, parce qu'il a peut-être trouvé le collier de l'homme trop simple, et donc il a voulu lui rajouter un collier de perles. Ce collier de perles, il ressemble à un collier en perles de néphrite, en perles de jade kanak. Lemarquier ne savait sans doute pas que ces colliers sont des colliers exclusivement féminins, qu'ils appartiennent à des filles de chef et qu'ils s'échangent contre très difficilement. Tous les témoignages ethnographiques qui ont été collectés disent la même chose, c'est que les jeunes femmes kanak qui en sont propriétaires ne s'en défont que quasiment sous la torture, c'est-à-dire il faut vraiment donner vraiment beaucoup d'objets pour espérer obtenir un de ces colliers, qui était une des choses les plus précieuses des femmes kanak. Et donc on voit que ça contribue à un certain nombre d'erreurs. Il y a aussi un rendu de la coiffure, qui est quand même une coiffure assez vaporeuse, la coiffure naturelle. Et là, on aborde en fait aux limites du matériau, qui est le bronze ou le plâtre, qui est un matériau plein et qui ne permet pas le rendu justement de cette espèce de vapeur de la chevelure. Donc c'est un homme de Lifou inexact, bien entendu. Il est inconnu de profil, puisque le document de base n'est qu'une photographie. Donc vous imaginez bien que tout le traitement du profil et du volume a dû être fait par le biais de l'imagination. C'est, là encore, trouver dans un document bidimensionnel la matière à la création, c'est difficile, et c'est tout à l'honneur de Lemarquier d'en avoir rendu un résultat finalement assez harmonieux. Voilà, ça je voulais montrer. En guise de conclusion, finalement, combien d'œuvres sculptées représentant des Kanaks et datant du 19e existent-ils aujourd'hui dans le monde? Reste-t-il à découvrir? Pourrait être une autre façon de poser la question. Mais déjà, il y a un grand absent, c'est celui dont j'ai parlé en filigrane depuis le début de ma présentation, c'est Charles-Romain Capellaro. Capellaro est un grand sculpteur, il est présent au salon pendant même la Commune et après la Commune, c'est-à-dire qu'alors qu'il est enfermé à Sainte-Pélagie, il a des permissions de sortie, on appellerait ça aujourd'hui, pour pouvoir exposer au salon des artistes français. Donc c'est vous dire si
c'est un sculpteur en vue de l'époque. Donc en fait, il va faire un séjour très court en Nouvelle-Calédonie, entre début 75 et début 77, et on ne connaît pas de lui d'œuvres signées de sa main qui ont résisté, à part quelques dessins, notamment ce très beau portrait de femme kanak réalisé à l'île des Pins, et ce beau portrait d'homme également aussi, qui lui sera porté en gravure et a été publié dans un journal de l'île des Pins. Mais par contre, en 1876, il propose à l'exposition de Nouméa 2 bas-reliefs, un qui s'appelle La Chasse, l'autre qui s'appelle La Pêche, et qui vont être envoyés à Sydney, qui vont être primés à Sydney. Ils auront été primés à Nouméa aussi. Ces 2 bas-reliefs ont disparu aujourd'hui. Le legs Capellaro, qui est présent au musée du Quai Branly, dont sont tirées les illustrations que vous voyez là, vient du legs de son fils, Paul-Gabriel Capellaro, qui est également un grand sculpteur français. Et donc c'était tout l'atelier de Paul-Gabriel Capellaro et de Charles-Romain Capellaro qui a été légué à l'époque au musée de l'Homme. Donc, s'il y avait des choses dans son atelier à récupérer, je pense que tout a été récupéré. Alors après, par contre, dans le reste, peut-être qu'un jour, on trouvera ces bas-reliefs en question. On peut se poser la question de à quoi ça pouvait peut-être ressembler. Si c'était la chasse et la pêche, c'est probablement des scènes animées, avec des personnages à la chasse, personnages à la pêche. Parmi les représentations qui existent, il y a des représentations en pirogue, faites par des condamnés du bagne. Il y a des représentations aussi de la chasse au notou ou de la chasse aux roussettes dans des bagnants qui ont été faites notamment par Léon Bennett, un dessinateur célèbre qui a illustré les ouvrages de Jules Verne. Et on connaît une scène animée, dessinée par Charles-Romain Capellaro dans un carnet de dessin qui est celle-ci, qui est une scène de Pilou. Donc on voit que c'est très animé, hein, autour d'un grand bagnan. Voilà. Est-ce que ça évoque peut-être la chasse et la pêche dont je viens de vous parler? Maintenant, combien y en a-t-il qui restent? Finalement, aujourd'hui, on a vu 8 objets, plus le buste de Lemarquier, 9. Il faut y ajouter donc un pot à tabac et un coffret de l'exposition de 1876 qui sont reproduits en gravure, et je ne pense pas que ce soit parmi ceux qu'on a vus ce soir, une Vénus kanak d'Alexandre Bertrand, 2 autres pots à tabac, une statuette en terre cuite, une statuette en plâtre, 2 bas-reliefs en terre cuite, 2 bas-reliefs en terre cuite de Charles-Romain Capellaro, une terre cuite de Lucien Henry, primée à Nouméa en 1877. On le sait qu'elle existe. Ce n'est pas celle de 78, parce que celle de 78, c'est le portrait d'Ataï que je vous ai montré tout à l'heure. Et celle de 77, par contre, est-ce qu'elle représente un kanak? Elle représente peut-être une Marianne, tout simplement. Hein. Donc on ne sait pas non plus. Des coffrets en terre cuite de Collot et Bertrand qui ont été primés à Nouméa en 1877. Y a-t-il des représentations de kanak dessus? Rien n'est moins sûr non plus. Une table au pied orné de mascarons kanak qui est dans l'ex-collection du Château Egen, qui est aujourd'hui conservée en Nouvelle-Calédonie et qui n'est pas dans l'exposé de ce soir. Un visage kanak en bronze constituant une gargouille de fontaine privée qui existe dans une collection privée de Nouvelle-Calédonie, qui n'est probablement pas l'œuvre d'un déporté politique, mais peut-être plus l'œuvre d'un condamné au bagne. Au total, c'est une quinzaine d'objets auxquels il faut rajouter cela, plus quelques réalisations métropolitaines éventuelles, inconnues à ce jour. Je vous montre par exemple ce visage kanak en plâtre peint, daté de la fin du 19e, auteur inconnu, qui est conservé dans une collection particulière à Paris. Je n'avais absolument rien à en dire, mais par contre, il existe. A-t-il été fait comme moulage sur un sujet vivant? S'agit-il d'une étude de sculpteur? Je ne sais pas. En tout cas, probablement au total, pas plus d'une trentaine ou d'une quarantaine d'œuvres. Elles sont donc extrêmement rares. Elles sont, particulièrement pour celles de déportés, elles se perdent aujourd'hui dans le vaste héritage de la commune en France, qui est un héritage colossal. En réalité, il serait quand même bon d'en faire revenir un certain nombre localement pour qu'elles puissent dialoguer avec d'autres types d'objets. Moi, ces objets m'intéressent beaucoup parce que ce sont des objets de la rencontre entre les sociétés, de la rencontre entre les gens, entre les peuples. Lorsque j'ai fait ma conférence ici sur l'art de la transportation et la représentation du kanak dans l'art du bagne il y a 3 ans, j'avais évoqué les bambous gravés, parce que les bambous gravés kanak représentent beaucoup des Européens. Il y a des hommes européens, des soldats, des hommes avec des hautes formes, des femmes avec des robes, il y a des maisons, il y a tout ce qui caractérise la société européenne qui est représenté sur les bambous gravés, parce que ce monde européen, il a beaucoup interpellé le monde kanak, à tel point qu'ils ont jugé nécessaire de le représenter. Et bien là, on est dans quelque chose qui est finalement assez similaire. On a un peuple qui a suffisamment interpellé des artistes qu'ils ont essayé de démontrer par le biais ici du beau, la plupart du temps,
quelles pouvaient en être les qualités. Et ces objets gagneraient à être plus souvent mis en regard en tant qu'objet de la rencontre d'un côté et de l'autre de la société calédonienne. Voilà, je tenais à vous dire ça. Je vous remercie beaucoup et bonne soirée. J'attends vos questions si vous en avez. Merci. Merci Louis, et merci pour cette iconographie qui est parfois touchante. Les micros sont à votre disposition de part et d'autre de la salle. Alors, vous n'êtes pas très nombreux, mais peut-être qu'il y a déjà une question. Oui, merci pour cette conférence, c'était très intéressant. En fait, j'ai 2 questions. Je voulais savoir, d'une part, pour quelles raisons, finalement, vous avez inclus ces productions dans l'orientalisme. Parce que ça m'a... Ce que vous avez dit, si vous voulez, à la fois je le comprends et d'un autre côté, ça ne m'a pas tout à fait convaincue. Je me suis posé cette question, d'autant que voilà, il y a des objets qui n'ont pas forcément été faits par des artistes. Donc bon, je me posais cette question-là. Et puis la deuxième chose, je souhaitais savoir comment vous interprétez cette hyper-représentation de la tête. Parce que des sculptures, on peut faire des bustes, mais plus bustes que tête. On peut faire des corps. Et là, justement, ce sont des têtes. Merci. Alors, je pense que je vais répondre à votre deuxième question d'abord. Je suis pas sûr que ce soit des têtes, parce que je vous en ai montré plusieurs avec des personnages entiers, finalement, féminins, qui sont, que ce soit le pot à tabac d'Alexandre Bertrand avec une femme complètement couchée, que ce soit l'autre pot qui est représenté sur la gravure, 2, 3, le pot du musée, 4, le pot qui est conservé en collection particulière. Donc il y a quand même 4 représentations où le corps est représenté de manière complète. Il y a aussi 2 représentations en buste, donc jusqu'aux pectoraux, donc avec la ligne d'épaule, qui est quand même une réalisation assez classique. Et après, effectivement, on est dans une logique de représentation. Alors effectivement, on a ensuite 2 têtes, 3 têtes en fait, qui sont des pots à tabac. Mais comme je vous les ai montrés, les pots à tabac européens de cette époque, l'objet, les pots à tabac anthropomorphes représentent souvent juste un visage. Donc effectivement, je pense que la volonté des sculpteurs, c'est de représenter un portrait, et qu'ensuite, ils ont la volonté aussi de le vendre. Le marché de Nouméa, il est petit à l'époque, et donc, si vous voulez, pour vendre une sculpture, on a plus de chances de vendre une jolie sculpture quand en plus elle est pratique et qu'on peut s'en servir comme vide-poche, on dit pot à tabac aujourd'hui, que comme sculpture pleine. Donc je pense que la représentation, elle est là. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait réellement, à part pour la réalisation d'Henri, qui est vraiment la représentation d'une décollation, là il y a vraiment une volonté de représenter une tête pour ce qu'elle est, parce que là c'est une représentation macabre, mais pour le reste, je vous avoue que je suis pas... Voilà, je n'ai pas l'impression que la tête soit vraiment le centre d'intérêt premier. Après, au-delà de ça, c'est quand même le visage des gens qui trahit le plus leur ethnicité, quelque part. Alors après, du coup, ça m'emmène à votre question sur l'orientalisme. En réalité, qu'est-ce que c'est que l'Orient ? C'est en réalité ça le fond du débat. Si on considère l'Orient comme l'Orient musulman et arabophone, effectivement, on ne peut pas parler de la représentation d'un Kanak comme d'une œuvre orientaliste. Mais l'Orient, ce n'est pas que l'Orient arabophone, à mon sens. L'Orient, c'est en réalité ce qui, pour l'Europe, dès la fin du XVIIIe siècle, en fait, est l'ailleurs. Et la frontière de l'Orient va être progressive, de cet Orient qui est en réalité les lointains de l'Europe, va être repoussée progressivement. Et elle va être repoussée tout simplement aussi parce que l'Europe va se concentrer sur la conquête de la Méditerranée. Les pays méditerranéens
orientaux vont passer sous domination coloniale, française ou britannique, etc., la conquête de l'Algérie, etc. Et cette domination en fait européenne sur l'Orient va rendre l'Orient stricto sensu, va le désexoticiser, va le rendre familier, vous comprenez? Et donc il va falloir repousser les frontières de cet Orient. Ces frontières, elles vont se décaler par le biais, au départ, seulement des esclaves africains qui sont représentés dans les tableaux orientalistes. Eh bien, on va s'intéresser aux Africains libres et on va s'intéresser aux Africains. On appelle ça l'africanisme, mais ce n'est qu'un orientalisme de plus. Et on va aller vers l'extrême-orient. On pourrait appeler ça de l'extrême-orientalisme, les représentations de Chinois de Cordier que je vous ai montré tout à l'heure. Et finalement, eh bien, les peuples du Pacifique sont quelque part le dernier exemple de ces peuples lointains qui peuvent fasciner les Européens. On a, dans quelques semaines, une exposition qui ouvre à la maison Higginson qui s'appelle Vision du Pacifique, enfin passion de collectionneur, mais il y aura un catalogue qui s'appelle Vision du Pacifique, dans lequel j'ai beaucoup écrit, et donc il y a des toiles qui évoquent l'orientalisme ou des dessins, et vous aurez peut-être là encore certaines clés, en tout cas de ma version, de ma vision de la chose. Je vous invite à venir, ce sera le 15 septembre à la maison Higginson, l'exposition va courir jusqu'à janvier. Merci. Oui, j'ai remarqué quelque chose qui va peut-être sortir du sujet, mais enfin qui est quand même exposé. Il y a la photo de l'homme de Lifou. Hein, et l'homme de Lifou, c'est marqué, donc, sauf erreur, cette photo et le petit texte qui est en dessous date de la fin du 19e siècle. Hein, et, la photo date d'environ 1870 à peu près. À peu près. Et le texte aussi. Ah, oui. Le tirage est peut-être légèrement postérieur, mais on est probablement dans les années 1870 ou 80, oui. C'est la graphie du mot kanak qui vous... Oui, absolument. La graphie est surprenante. K-N-A-C-K. Oui, il n'y a pas de norme, hein, vous savez. On trouve très souvent, des graphies, des graphies avec des K. Alors là, pour le coup, CK aussi. Oui. C'est pareil pour les toponymes. Hein. Vous savez, on retrouve Yingen des fois écrit avec un Y, hein, par exemple. Non, ça me choque pas. C'était la question que vous vouliez me poser? Oui, tout à fait. C'est un peu en dehors du sujet parce que pour moi, le mot kanak s'écrivait jusque vers la fin 70 avec le fameux C-A-N-A-Q-E qui était péjoratif d'ailleurs. Et c'est Jean-Marie Djibaou qui a introduit en particulier le nouveau mot kanak avec 2 K. Avec 2 K. Là, il y a un C en plus, mais je suis étonné que ça a pu être écrit de cette manière-là quand même. C'est pour ça que j'ai un petit doute. Je me demandais si le texte n'avait pas été écrit plus tard. Non, je pense vraiment que le texte a été écrit à cette époque-là. Il ne faut pas oublier qu'à la fin du 19e siècle, il y a ce qu'on appelle le blackbirding. Vous savez, c'est cette traite négrière qui en fait va faire des rapts d'océaniens en fait, dans les îles Salomon, le Vanuatu, les îles Loyauté principalement, et va emmener cette main-d'œuvre dans les plantations du Queensland, en Australie. Ces personnes-là, elles sont décrites et elles constituent aujourd'hui en fait, un groupe qu'on appelle les Kanakas, K-A-N-A-K-A-S, on les appelle comme ça depuis le 19e siècle, et on l'écrit comme ça en anglais au moins depuis le 19e siècle. Dans le Nouméa de la fin du 19e, vous avez une communauté anglophone, une communauté francophone qui se mélange beaucoup. Vous avez des graphies qui sont parfois assez... des graphies qui sont très curieuses. Hein. Alors évidemment, l'orthographe classique du nom kanak dans le dictionnaire en France, C-A-N-A-Q-E, celle-là évidemment c'est l'orthographe majoritaire, c'est qu'on retrouve dans Tintin, dans Feydeau, etc. Mais sous la plume de quelqu'un à Nouméa, ça ne me surprend pas pour le 19e siècle. C'est quelque chose qui peut arriver dans les documents d'archives. Oui. Bonsoir. D'abord, je vous remercie pour votre prestation. Alors, je voulais savoir, vous avez évoqué cette volonté des communards d'aller à la rencontre de l'autre.
Et en même temps, tous ces pots à tabac témoignent du même traitement en fait, des visages avec des similitudes. Alors je voulais savoir, cette représentation des Kanaks, comment ils l'ont eu? Est-ce que c'est une relation privilégiée avec des Kanaks qu'ils connaissaient? Ou est-ce que c'est une représentation stéréotypée? Je voulais savoir, voilà, quel était le lien exact? Parce que, à part à ma connaissance, Louise Michel, qui a vraiment établi un rapport très fort avec les Kanaks et qui a essayé de comprendre le monde kanak, la manière de vivre, les us et coutumes, il semblerait que beaucoup de communards se soient pas vraiment intéressés justement aux réalités de vie locale des Kanaks. Ah, c'est tout à fait exact. Ça, alors là, je ne peux vraiment pas aller à contresens de votre discours. Vous avez tout à fait raison. C'est ce qui d'ailleurs tout à fait paradoxal dans la Commune de Paris, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se battent, qui sont a priori communistes ou anarchistes, et qui ont des discours de liberté, d'émancipation des femmes, de salaire égal, enfin, tout un tas de choses aujourd'hui, enfin, qui semblent tellement finalement tellement évidentes, hein, et qui, une fois en fait pris dans le système colonial de l'exil et de la colonie de peuplement de la Nouvelle-Calédonie, vont, au moment où l'insurrection de 1878, au moment où l'insurrection va commencer, eh bien, vont prêter leur concours justement aux troupes françaises pour essayer de mater l'insurrection kanak. Donc effectivement, dans leur grande majorité, les communards ne s'impliquent pas vis-à-vis des Kanaks, ou quand ils s'impliquent, c'est dans la répression coloniale. On est bien d'accord. Effectivement, chez les intellectuels de la commune, c'est également visible. Il y a Louise Michel, comme vous l'avez dit, il y a également Charles Malato, sont les deux qui ont dans leur discours de l'admiration, de l'estime et de la sympathie pour la cause kanak. Donc ça a été... Ça a été déjà écrit. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2005, au moment du centenaire de la mort de Louise Michel, il y a eu une exposition rétrospective ici sur le personnage au Centre culturel Chibaou, justement avec ça en toile de fond. Maintenant, tous les communards ne sont pas artistes. On est bien d'accord que là, je vous ai montré les œuvres de 3 personnes et il y a 4200 communards. Alors il peut y avoir 4197 racistes et 3 artistes sympas aussi. Hein. Ça peut... Et Louise Michel et Charles Malato, donc 4195 en réalité. Hein. Donc bon, je voudrais pas présager du fait que les artistes sont forcément tous sympas ou tous pas sympas, enfin ça j'en sais trop rien, mais déjà il y a une première mise en perspective, ils n'ont pas tous produit des objets. Et donc ceux qui en ont produit témoignent quand même d'une représentation qui, du peuple kanak est une représentation esthétisante, qui n'est pas une représentation dans la difformité, qui n'est pas une représentation dans la caricature. On n'est pas dans la caricature du nègre tel qu'il est représenté dans l'art occidental de la fin du 19e, chez les illustrateurs de journaux, avec des os dans le nez, des grandes dents pointues, des yeux exorbités, des gros nez, etc. On est dans la représentation esthétisée, donc une représentation du beau, donc une représentation qui, à mon sens, témoigne d'un certain respect par rapport à la composante ethnique face à laquelle on est. Maintenant, effectivement, vous l'avez remarqué, on est dans une espèce d'uniformité de traitement, mais parce que les artistes aussi arrivent avec leur formation. Leur formation est un bagage classique extrêmement éprouvant à l'époque. Les artistes ont passé toute leur vie à faire des académies d'hommes, des académies de femmes sur papier, à créer des modelages. Ils ont beaucoup de mal à sortir de leur formation académique, et effectivement, on voit les traces de leur formation académique dans le modelé qu'on observe. Donc effectivement, ils ont du mal, et c'est peut-être aussi parce qu'ils ne sont pas forcément des artistes d'avant-garde, ils ont du mal à se départir aussi de, j'allais dire, la métastructure mentale qu'ils possèdent, quoi. Ils ont du mal à se départir de leur éducation artistique. Mais par contre, je reste persuadé qu'ils vont essayer de représenter le kanak d'une manière esthétisée, et donc d'une manière positive, alors que ça aurait pu très bien être fait d'une manière très négative. Donc c'est le complément à votre question.
Oui, pour faire peut-être suite à cette question qui vient d'arriver. Donc, vous avez fait un choix. Je ne sais pas si vous l'avez fait, ce choix, c'est-à-dire l'ensemble, est-ce qu'on connaît l'ensemble des œuvres des bagnards? Et si oui, là-dedans, il devait y avoir peut-être des chevaux, il devait y avoir d'autres bagnards sculptés, il y avait des Kanaks, et vous avez choisi uniquement les Kanaks. Est-ce que c'était ça votre démarche? Alors, d'une part, j'ai coutume d'habitude de séparer un petit peu les populations de condamnés en Nouvelle-Calédonie, parce qu'elles sont assez diverses. Et il y a quand même un certain nombre de cloisonnements, notamment entre les transportés et les déportés. À ma connaissance, le type d'objet que vous avez vu ce soir n'a jamais été fait par des condamnés de la transportation. De la même manière, je n'ai pas connaissance de coquillages gravés, par exemple, sculptés par des condamnés de la déportation, par des exilés. Mais, par contre, c'est l'industrie ultra majoritaire de la transportation. Donc, comme les productions sont relativement facilement séparables, je les sépare, ce qui est plus pratique. Je me suis juste posé la question de la sculpture pour cette conférence-là. Et il se trouve que la sculpture en ronde-bosse ou en très haut relief, la seule qui ait été réalisée par les communards et qu'on connaisse bien, eh bien c'est en réalité de la sculpture qui représente le peuple kanak. Il existe en fait quelques représentations de Marianne, des fourneaux de pipe notamment, dont une de Capellaro justement, qui a été offerte à son fils, et donc c'est passé en succession il n'y a pas très longtemps, c'est passé en salle des ventes il y a quelques années, donc avec un fourneau de pipe en forme de Marianne, avec un bonnet phrygien. C'est une des rares autres sculptures qui existent, mais il y en a en fait très très peu. Ça m'aurait pris 2 minutes de le détailler. Donc en fait, le corpus aujourd'hui subsistant, c'est peut-être pas le corpus tel qu'il existe à l'origine, mais le corpus qui a subsisté aujourd'hui, il représente les Kanaks en grande majorité. Donc je trouvais que c'était intéressant. Mais il est possible que d'autres objets, beaucoup d'autres objets fabriqués par les communards, ne les aient pas représentés. Par contre, dans l'art de la transportation, là il y a beaucoup de représentations du monde kanak, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, et en plus c'est une production qui dure pendant plusieurs décennies, avec des milliers d'objets, où là les Kanaks sont abondamment représentés, mais selon les techniques qui sont soit de la gravure à la technique de la pointe sèche, soit en très très bas relief sur du coquillage. Et donc on est dans quelque chose qui n'est pas tout à fait la sculpture là, puis ça m'aurait demandé trop de travail, puis de toute façon c'était aussi le thème de la conférence que j'avais donnée il y a 3 ans. Donc c'est comme ça que j'ai cerné ça. Mais par contre, dans l'art de la transportation, vous avez beaucoup de Kanaks qui sont représentés, mais il y a aussi des châteaux, il y a aussi des représentations de fermes, des Mariannes, vous pouvez avoir la mort de Galipas Bosque, vous pouvez avoir des fêtes de village à la fois, vous pouvez avoir l'aviation pendant la Première Guerre mondiale, des discours républicains, enfin tout un tas de choses très très différentes qui sont représentées. Donc merci Louis pour cette super présentation qui était tout à fait passionnante et qui nous a révélé finalement des œuvres qu'on ne connaît pas toujours, hein, je l'avoue. Alors moi je me pose simplement la question de la suite de l'histoire, c'est-à-dire à la fois en termes de terminologie, hein, donc vous avez situé ces œuvres dans le courant orientaliste, mais alors après, je ne suis pas spécialiste dans le domaine artistique, mais on parle d'art exotique, on parle finalement aussi par exemple de peinture coloniale. Hein. Voilà, donc comment le glissement va se faire et est-ce que finalement à chaque fois en Nouvelle-Calédonie, notamment au niveau de la sculpture, on va avoir des représentants ou des œuvres qui relèvent un petit peu de ces courants ultérieurs. C'est pas un cadeau, ma question. Vaste question. Alors, l'orientalisme... Pour la suite de votre travail, de votre réflexion. C'est ça, exactement. Pour ma conférence de dans 5 ans. Hein, ne me convoquez pas avant parce que ça va être long. Alors, l'orientalisme, c'est pas à proprement parler, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs avec ça, c'est que c'est pas à proprement parler un courant, hein, comme l'impressionnisme peut l'être, ou comme le réalisme ou le romantisme peuvent l'être. En réalité, il y a des artistes
qui sont passionnés par l'Orient ou les lointains pendant souvent une partie de leur carrière et qui vont produire des œuvres orientalistes ou sur les lointains ou les Orients éloignés pendant leur carrière et du coup à toutes les périodes. Donc vous avez Matisse, orientaliste. Vous avez Delacroix, orientaliste, mais vous avez aussi Delacroix qui peint les barricades à Paris quand il peint La liberté guidant le peuple. Et il est chef de file de l'école romantique française. Donc l'orientalisme, c'est une trame de fond qui témoigne d'un goût européen pour l'exotisme en réalité, et qui va traverser comme ça le XVIIIe, le XIXe siècle et aller jusqu'aux premières décennies du XXe siècle. La création de la Villa Abdeltif à Alger, qui est une résidence en fait pour les artistes, un peu sur le modèle de la Villa Médicis à Rome par exemple, va dynamiser là encore la peinture orientaliste pendant les premières décennies du XXe siècle dans l'Algérie, qui est alors un département français. Et donc on a une explosion des peintres qui se passionnent pour le Maghreb et qui sont également des orientalistes. Donc en réalité, et cette peinture coloniale du XXe siècle, eh bien, elle se teinte. Enfin, vous comprenez, c'est des phénomènes qui sont, en réalité, ils sont plus synonymes qu'ils ne sont similaires. On est. Voilà. Alors après, pour ce qui est de la sculpture et pour ce qui est localement de réalisations plus récentes, ben, je vous avoue que j'en connais pas. Maintenant, où je les connais mal, où je ne vois pas voilà, quelque chose de plus récent qui pourrait s'en rapprocher. Par contre, je pose une petite question insidieuse pour vous ce soir. Réfléchissez-y. Est-ce que la fontaine céleste, parce que du coup elle représente Céleste Benyamina, fille du transporté arabe Mohamed Benyamina, est-elle une sculpture orientaliste ou non? Voilà, c'était une question pour clore le débat. J'ai pas la réponse. Est-ce que ce sera vraiment le débat clos ou il reste? C'est pas à moi de clore le débat. Est-ce qu'il resterait une petite question dans la salle? Alors, au micro, s'il vous plaît. Merci. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que dans votre titre, vous avez parlé d'objets plutôt que de modèles. J'ai dit sujet. Sujet, voilà. Plutôt que modèle. Et vous avez peut-être... bon, j'imagine que vous avez préféré le terme sujet au terme modèle. Alors j'ai beaucoup utilisé modèle dans la conférence, dans le texte de la conférence. Mais oui, j'ai utilisé sujet dans le texte, enfin dans le titre, parce que je me suis posé la question justement de modèle. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est un modèle orientalisme? Alors que sujet, il y a l'ambiguïté entre le modèle et le thème dans le mot sujet. Donc c'était suffisamment équivoque pour que du coup... pour que j'y vois pas, moi, personnellement, de gros problèmes épistémologiques. Mais peut-être que, par contre, ça vous a gêné. Et moi, j'ai trouvé que c'était plus facile à aborder. Modèle orientaliste, ça m'aurait pas plu. J'aurais pas compris moi-même ce que ça voulait dire. Alors que sujet, je me suis dit qu'on pouvait y voir à la fois le sujet physique qu'on observe et le sujet orientaliste comme le thème orientaliste, finalement, d'un tableau. Excusez-moi, dans le micro, s'il vous plaît. Ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est que dans un contexte colonial, je parle de l'art, hein, en contexte colonial, il y a toujours, disons, une tension entre le type, du reste, vous en avez présenté une planche, et puis le type qui est censé être un type particulier, bien sûr, et la singularité, bien entendu, d'un visage. La singularité individuelle qui fait que le type est subsumé, il est dépassé en fait par justement cette beauté individuelle. Donc ça, je trouve que c'était un élément intéressant qui montrait qu'on n'avait pas affaire à des objets, tandis qu'il y a quand même beaucoup de cartes postales, même belles,
qui sont quand même à la recherche d'objets types, si je puis dire, enfin de sujets, mais plutôt d'objets types, plutôt que de sujets orientalistes, vous voyez. Et effectivement, à ce moment-là, ça va donner lieu à des productions qui sont plus caricaturales, plus stéréotypées. Mais c'est l'œuvre de Charles Cordier qui explicite justement ce que vous dites. C'est pour ça que je vous renvoie en fait à ce très beau catalogue, parce que c'est le beau et en même temps, eh bien, ces productions rentrent dans les galeries de type du muséum. Et on ne peut pas vraiment séparer a posteriori. Il faut vraiment aller au muséum et puis retirer les moulages d'après sujet vivant, des œuvres qui sont, mais en réalité, elles sont pas tout à fait en nombre équivalent, parce que c'est pas tout à fait vrai, mais les apports de la sculpture à la connaissance anthropologique, ou en tout cas à ce qu'on pensait à l'époque être la connaissance anthropologique ou phrénologique, est absolument gigantesque, alors que ça n'a en réalité pas vraiment de sens. C'est pour ça que j'ai voulu aussi maintenir cette ubiquité du terme, parce qu'elle montre la perméabilité des frontières scientifiques ou artistiques à l'époque. Comme vous pouvez le constater, nous sommes assaillis d'un bruit parasite qui ne disparaît pas. Donc c'est peut-être le signe qu'il... C'est un robot qui est là. C'est peut-être le signe qu'il faut conclure cette conférence, si tu es d'accord, Louis. Je voudrais juste préciser qu'il y avait un certain nombre de documents qui étaient disponibles devant la salle Cicia tout à l'heure. Ce n'est qu'un échantillon de la production à la fois de Louis Lagarde et de l'art lié au bagne, et que ce soit la transportation, la déportation. Et je voudrais juste préciser, pour répondre à Thierry Blaiseau, que l'on connaît bien puisqu'il est abonné chez nous, que s'il revient nous voir, il y a quand même bon nombre de documents qui comportent cette graphie, que ce soit dans les fonds anciens, ou je pense en particulier en termes iconographiques à un album que Véronique de France connaît bien aussi, qui est l'album Marchand, avec la typographie de l'époque, donc aucun doute à avoir sur une légende a posteriori, puisque j'ai l'impression que c'est ça qui t'inquiétait un petit peu. On écrivait bien Canaque de différentes manières, et en particulier de cette manière-là. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Et je voulais préciser que le prochain événement du Centre culturel, qui n'est pas organisé par la Médiathèque, mais quand même vaut le détour, c'est l'affiche que vous avez vue à l'entrée, qui est la diffusion du film L'Oiseau de Paradis, dans le cadre du Festival du cinéma de la foi. C'est ce dimanche à 16h30. Merci pour votre visite et à bientôt peut-être.